Eh bien, bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient ce matin et qui ne rêvent pas. J'étais donc à une place d'intervenant et désormais je suis à une place d'animateur. La tribune m'a fait l'amitié de me proposer d'être les deux aujourd'hui. Je réanimerai même une autre table ronde un peu plus tard. Donc je me réjouis de passer toute l'après-midi avec vous. Donc ça y est, la lumière s'allume et désormais on ne vous voit plus. Donc c'est l'heure où vous pouvez commencer à somnoler parce que c'est le début d'après-midi et voilà. Et en début d'après-midi, on a envie de somnoler. Mais non, vous n'allez pas somnoler car heureusement nous avons deux intervenants passionnants aujourd'hui. Donc merci encore à la tribune pour l'organisation de cet événement. Merci à Slate d'en être le partenaire. Merci à ceux qui nous suivent ici ou qui nous suivent en ligne. La table ronde que j'ai le plaisir d'animer en ce début d'après-midi réunit donc Françoise Benamou et Pascal Demurger. Françoise, je commence par vous. Vous êtes l'une de nos plus éminentes économistes. Vous êtes présidente du Cercle des économistes. Vous êtes également présidente du comité éthique de Radio France. Vous avez enseigné à peu près partout, à Sciences Po Lille, à Sciences Po Paris, à l'École normale supérieure, à la Sorbonne. Je dois en oublier, mais donc à peu près partout. Vous êtes spécialiste de l'économie, de la culture et des médias. Et vous avez publié de nombreux ouvrages et articles. Je me contenterai de citer les plus récents. Le marché de l'art au risque du numérique au printemps dernier chez Odile Jacob. Un article récent dans la dernière livraison de la revue Esprit. Et puis je me permets aussi de signaler 2022 des économistes répondent aux populistes, déjà chez Odile Jacob. Ou encore l'économie de la culture ou le don en économie, paru tous les deux aux éditions de la Découverte. Donc je vous invite tous à aller immédiatement les commander pour ensuite les dévorer. Je suis très honoré et très heureux d'animer cette table ronde avec vous. Pascal Demurger, vous êtes dirigeant d'entreprise, un dirigeant d'entreprise que je qualifierais d'atypique, énarque de formation, directeur général de la Maïf depuis plus de 10 ans et également coprésident du mouvement Impact France. Impact France, c'est une sorte de MEDEF des entreprises engagées, si on peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça, oui. On peut même dire MEDEF du 21e siècle. Donc voilà. Donc le MEDEF du 21e siècle est ici représenté. Alors dirigeant d'entreprise atypique, disais-je, parce que vous avez notamment publié en 2019 un livre qui avait marqué le débat public, l'entreprise du 21e siècle. Déjà, vous parliez du 21e siècle. L'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus. Assumant de dire qu'une entreprise n'a pas seulement une responsabilité sociale et environnementale, mais qu'elle a une responsabilité bel et bien politique. Vous nous en direz un peu plus, évidemment, dans cette table ronde. Et ce n'est d'ailleurs peut-être pas étranger au fait qu'au cœur de cet été, la presse avait relayé votre nom parmi d'autres quand on spéculait sur qui allait succéder à Gabriel Attal. Il se trouve que votre nom avait circulé pour Matignon. Peut-être que vous nous en reparlerez aussi. En tout cas, vous avez un point commun, Françoise et Pascal, que d'avoir contribué à ce livre Face à l'effroi, qui est composé d'interviews publiées dans le journal La Tribune entre le 9 juin et le 7 juillet, c'est-à-dire entre le moment où le président de la République avait pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et le 7 juillet, jour du deuxième tour. Voilà. On reviendra évidemment sur cet événement, mais on va aussi forcément dépasser cet événement. En tout état de cause, c'est donc un dialogue entre une économiste engagée et un patron engagé que j'ai aujourd'hui le plaisir d'animer. Et comme les tables rondes de ce matin, nous aurons 5 minutes d'échange ensuite avec Charles Pépin, qui sera invité à nous rejoindre pour rebondir sur ce que vos propos lui auront inspiré. Donc merci à tous d'être là. Première question, je commence par vous Françoise, et puis du coup je reviens quand même à l'origine de cette conférence et à l'origine de ce livre. Avec le recul, donc on parle d'effroi pour ce que vous aviez ressenti au printemps dernier l'un comme l'autre. Avec le recul, c'était quoi votre état d'esprit? C'était quoi votre état d'esprit du moment? Question qui s'adresse d'ailleurs à l'une et à l'autre. C'était quoi l'état d'esprit du moment entre la dissolution et les semaines qui ont suivi, et puis les résultats du 7 juillet, je dirais même les semaines qui ont suivi le 7 juillet, et même les longues semaines qui ont suivi le 7 juillet, jusqu'à la désignation très récente d'un nouveau Premier ministre et la constitution d'un nouveau gouvernement. Est-ce que c'était l'effroi? Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était la sidération? L'état d'esprit hier et aujourd'hui, c'est quoi? Le terme sidération, qui est revenu d'ailleurs dans la bouche de beaucoup de monde, est très, très approprié, me semble-t-il. On était sidérés parce qu'on s'y attendait pas, on était sidérés et on était inquiets. Je dirais que l'inquiétude demeure. Elle a pris une autre forme, elle est plus sourde, elle s'inscrit dans un temps plus long,
puisque là, à ce moment-là, quand il y a eu la dissolution, le temps était très court et les réactions devaient se faire dans l'immédiateté. Maintenant, on est dans quelque chose de plus long, mais je dirais presque tout aussi inquiétant, c'est-à-dire qu'on n'en a pas fini avec les questionnements qui ont fait que la France en est arrivée là, c'est-à-dire à la fois toutes les polarités qui ont pu être mises en évidence, on y reviendra sans doute, entre ville et campagne, alors pour toutes ces simplifications aussi, les riches, les pauvres, les villes, les campagnes, les immigrés, les Français, etc. Et comment tout cela s'est mis à conduire en quelque sorte le débat d'idées et à le faire dériver. Donc voilà, mais moi, ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est le fait qu'on n'en a pas fini. Et je me rappelle, c'est Fondapol, je crois, qui parlait du grand désarroi de la France. Et je pense que ce grand désarroi a pris d'autres couleurs. Il y a le grand désarroi autour de la dette, ça aussi on en parlera, mais ce grand désarroi demeure. Pascal, votre état d'esprit du moment qui vous avait conduit à prendre la parole, et même je complète d'une petite question spécifique parce qu'il y a une tradition à ce que les intellectuels ou certains intellectuels s'engagent du côté des acteurs économiques, et a fortiori aujourd'hui c'est plus rare. Est-il anodin, est-il facile de prendre la parole politiquement quand on est un dirigeant d'entreprise ? Alors facile non, c'est effectivement pas une habitude. Hein. Moi je crois, vous l'avez dit, que l'entreprise est politique au sens où elle a un impact sur la société, donc si elle a un impact, elle a une responsabilité. Évidemment, vous l'avez cité, sur l'écologie, sur la transition, évidemment sur tous les sujets sociaux, que ce soit de partage de la valeur, que ce soit de diversité, d'inclusion, etc. Donc oui, bien sûr, l'entreprise a une responsabilité politique. En revanche, moi, je considère que l'entreprise n'a pas vocation à porter une parole politicienne, c'est-à-dire une parole partisane. Là, on était bien sûr dans un moment extrêmement particulier, hein, avec en effet ce sentiment de sidération hein, qui nous a tous saisis. Et j'ai cru de mon devoir de prendre la parole de manière plus engagée qu'à l'accoutumée, c'est-à-dire plus partisane en tout cas qu'à l'accoutumée, parce qu'on était dans un moment où il y avait tout simplement un risque en réalité pour les valeurs fondamentales auxquelles je crois nous sommes très nombreux à être attachés, et donc ça me semblait indispensable. Est-ce qu'au sein de la Maïf, votre prise de position publique, alors vous preniez position évidemment en qualité de directeur général de la Maïf, mais aussi en tant que coprésident du mouvement Impact France, est-ce qu'à la Maïf notamment, le fait de prendre aussi ouvertement position dans un contexte où donc l'extrême droite était quasiment au pouvoir, ou en tout cas tous les sondeurs au printemps nous prédisaient une majorité relative, voire une majorité absolue en faveur du Rassemblement national, est-ce que ça a suscité des réactions en interne à la Maïf ? Je déjeunais ce midi avec quelques managers de la région que j'avais regroupés pour l'occasion, étant de passage à Lyon, et j'aurais posé la question. Est-ce que dans les équipes, il y a eu un peu d'émoi, un peu d'étonnement face à cette prise de position ? La réponse, clairement, en tout cas dans le corps social interne, est non. Et au contraire, je crois qu'ils ont apprécié la clarté de la position et l'engagement sur des fondamentaux qui, encore une fois, sont quand même très largement partagés, et particulièrement partagés chez nous. Du côté, parce que bien sûr, c'est la question forcément quand on est dirigeant d'entreprise que l'on se pose, quel va être l'impact, pardon pour le terme, mais commercial ? Quelle va être la réaction des assurés, en l'occurrence des sociétaires ? Et là, c'est pareil, il y a évidemment sur 4 millions d'assurés, 4 millions de sociétaires, il y a évidemment une représentation plurielle hein, de l'ensemble de l'échiquier, c'est complètement statistiquement incontournable, mais il n'y a pas eu de prise de position négative, et au contraire pas mal de messages d'encouragement. Françoise, en tant qu'économiste engagée, prendre la parole au printemps pour dénoncer le danger qu'aurait représenté l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'était quoi ? C'était pointer un danger moral ou un danger économique ? C'était quoi qui vous animait le plus fondamentalement ? On a été un certain nombre à le faire. Il y avait un danger économique évident, hein, c'est-à-dire un programme que je qualifierais d'un peu fantaisie sur beaucoup de terrains. Mais ce qui était frappant aussi, c'est que derrière ce programme économique, il y avait un fil rouge qui, lui, n'était pas économique. Le fil rouge, c'était une dénonciation de l'immigration comme étant à la source de tous nos maux.
Alors qu'il y ait des questions à se poser, peut-être sur l'immigration, surtout quand il y a des concentrations et des problèmes d'intégration peut-être, mais à partir du moment où ça devenait le fil rouge d'un programme, l'économique rencontrait la question éthique et moi j'ai pensé qu'il fallait s'engager. On a été un certain nombre et par exemple au Cercle des économistes on a contribué pour un certain nombre, pas tous mais beaucoup d'entre nous, au débat qui a été lancé à ce moment-là. Pascal, est-ce que c'était avant tout le chef d'entreprise, le décideur économique qui était mobilisé, inquiet pour son entreprise dans l'hypothèse effectivement d'une nouvelle conjoncture économique liée à l'arrivée de l'extrême droite, ou est-ce que c'était avant tout un conflit de valeurs ? C'était vraiment les deux en réalité. Hein. C'était bien sûr une inquiétude sur le fond. Hein. La dissolution, c'était quand même entrer dans l'inconnu, c'était entrer dans une forme d'aventure. Hein, et c'est quand même particulier de rentrer dans l'inconnu quand on dirige la France. Hein, donc il y avait une vraie inquiétude. Enfin, personne, moi je me souviens parfaitement, on s'en souvient tous, hein, des projections en siège, en voix et en siège, notamment du Rassemblement national dans la future Assemblée. Et en effet, on redoutait, y compris entre les deux tours, on redoutait une majorité absolue. Donc c'était l'inconnu et l'inquiétude de ce fait-là. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est que ça n'a pas seulement été la dissolution de l'Assemblée nationale, mais ça a été une forme, pardon pour le terme, mais de dissolution morale. Avec finalement l'ouverture de la boîte de Pandore et des comportements complètement étonnants. Alors à la fois chez les politiques, hein, on ne parlera pas de Ciotti ou enfin on va pas nommer qui que ce soit d'ailleurs, mais quand même des réactions au sein de la classe politique qui ont été assez surprenantes, des gens qui ne veulent pas choisir alors que réputés républicains ne veulent pas choisir entre le NFP et le RN, une forme d'intransigeance. Là, on est post-élection, mais une forme d'intransigeance des partis représentés à l'Assemblée nationale qui ne veulent pas bouger d'un millimètre leur programme ou leur position pour contribuer à constituer un gouvernement d'union nationale, on pourrait dire. Et puis, une dissolution morale, on l'a évoqué, malgré tout, de certaines élites, hein, et notamment de certaines élites économiques, avec... on a très bien vu dans les semaines qui ont précédé l'élection et immédiatement après la dissolution, on a bien vu un certain nombre de rencontres, parfois secrètes, parfois publiques, entre des dirigeants et les responsables du Rassemblement national, qui évidemment conférait à ce parti une forme de légitimité quand même relativement dangereuse. Je crois qu'il y avait eu, à ce moment-là, et moi c'est ce qui m'a peut-être le plus sidéré, un passage de la protestation vers l'adhésion. Et donc il convenait de répondre aux arguments qui pouvaient être avancés par le RN et répondre précisément. C'est-à-dire essayer de montrer justement que la cause des maux ne pouvait être univoque et que les solutions étaient complexes. Et ce qui m'a semblé, c'est qu'il était vraiment nécessaire, de ce point de vue-là, de s'engager peut-être plus qu'auparavant. Pas seulement parce que nombreuses sont les personnes qui votaient RN, mais au-delà de ça, parce qu'il y avait vraiment des réponses à apporter, des contre-réponses en quelque sorte. Du coup, parce que ma question fait écho à une partie de ce qu'on s'est dit ce matin dans notre débat sur la démocratie. Pendant très longtemps, encore une fois, on a considéré que si l'extrême droite prospérait, c'était en particulier parce qu'il y avait un terreau de crise économique et sociale, et notamment l'installation d'un chômage de masse. Que si l'extrême droite avait progressé, c'est parce que le chômage lui-même avait augmenté. Et l'analyse commune considérait que si précisément on arrivait à faire reculer le chômage, on ferait reculer aussi l'extrême droite. Or, on sait depuis Jospin, et on a eu confirmation sous Emmanuel Macron, quoi qu'on pense de la politique de Lionel Jospin ou la politique d'Emmanuel Macron, il se trouve que factuellement, le chômage a reculé pendant les années où l'un et l'autre ont gouverné. On peut faire reculer le chômage tout en voyant l'extrême droite progresser, prospérer, voire même
explosé. C'est ce qui se passe depuis 2016, depuis 2017. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de lien finalement entre ce qui avait constitué pendant 20 ou 30 ans la principale préoccupation des Français, loin devant toutes les autres. Aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat dans toutes les enquêtes d'opinion, mais pendant 20 ou 30 ans, c'était en fait le chômage la préoccupation principale. Et donc, elle a dégringolé dans la liste des préoccupations et l'extrême droite est toujours installée. Et derrière, il y a plus globalement ma question sur le regard que vous portez sur du coup le bilan économique et social des déjà 7 années de politique menée par Emmanuel Macron. C'est-à-dire que si la traduction politique c'est ça, c'est-à-dire la quasi-arrivée de l'extrême droite au pouvoir le 7 juillet, même si en réalité un front républicain l'a empêché, quel regard l'économiste que vous êtes, quel regard le dirigeant d'entreprise que vous êtes portez sur ça, sur ce lien entre chômage et prospérité de l'extrême droite et sur plus globalement le bilan d'Emmanuel Macron? Il me semble que ce sont deux questions qui sont complémentaires, mais qui ne sont pas tout à fait les mêmes. C'est-à-dire, d'une part, il y a le bilan économique, y compris celui du chômage, et d'autre part, il y a la montée d'une idéologie qui dépasse, pour le coup, le mandat Macron, puisqu'on voit ça dans toute l'Europe, si ce n'est au-delà, cette idéologie populiste. Et donc, il y a des éléments qui relèvent pas seulement de l'économie. Alors, si je reste sur le terrain de l'économie, le bilan de Macron est extrêmement contrasté. Je crois que vous en serez d'accord. C'est-à-dire qu'on a à la fois une réduction du chômage, on a des éléments qu'on met moins souvent en avant, mais qui sont extrêmement importants, un effondrement de la productivité. Et ça, c'est quelque chose qui questionne beaucoup les économistes, qui vient peut-être du fait qu'il y a justement beaucoup de gens peu formés qui sont entrés sur le marché du travail. Il y a eu une montée de l'apprentissage, mais avec un coût qui est considérable. Il y a eu... donc ça, c'est du positif dans l'ensemble avec des petits côtés négatifs. Le grand problème, c'est la dette. Pour frapper peut-être les esprits, ce qu'on peut dire, c'est qu'en 2003, on avait 1000 milliards de dettes. En 2013, 2000. En 2023, 3000. Et là, on est bien au-delà. Et c'est en train de s'accélérer. Alors là, ça pose des questions qui sont abyssales, et y compris pour répondre à ce que vous posiez comme question. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se dit qu'il y a une pareille dette, même si les chiffres deviennent très abstraits, tout le monde sait ce que c'est qu'une dette, on se dit mais quel va être l'avenir de nos enfants? C'est-à-dire les perspectives de moyen et de long terme sont très inquiétantes. Et ça, je crois que c'est un élément qui peut expliquer aussi la méfiance vis-à-vis du politique. D'autant plus que cette montée de la dette va de pair, de manière quand même assez paradoxale en France, avec le fait qu'on se plaint beaucoup des services publics. On pourrait donner quelques exemples, mais par exemple dans le domaine de la santé, où on est un des pays qui dépense le plus en termes de dépenses publiques pour la santé, en pourcentage du PIB, et puis en même temps il y a beaucoup de frustration. Non que notre modèle soit entièrement mauvais, mais c'est vrai que par exemple le rapport entre ville et campagne en termes de densité médicale, c'est-à-dire de nombre de médecins par habitant, il est de 1 à 3 pour les généralistes, il est de 1 à 8 pour les spécialistes. Alors voilà des choses que les gens ressentent, même s'ils ne connaissent pas les chiffres exacts, et qui font que même si le bilan est, comme je disais, contrasté avec des éléments qui sont quand même positifs, attractivité du pays, etc., on a au bout du compte une immense inquiétude et une immense frustration. Alors je ne m'aventurerai pas après Françoise à porter un jugement sur la politique économique et son bilan. Même en tant que dirigeant d'entreprise, et même en discutant avec d'autres dirigeants d'entreprise, j'imagine que vous avez... Sûr. Je peux avoir mon opinion, oui, qui rejoint assez largement ce que vous disiez. Enfin, d'un côté, une croissance, ma foi, qui n'a pas été si mauvaise que ça. On a surmonté la crise sanitaire sans que l'économie soit à plat, loin de là même. En effet, une réduction extrêmement forte du chômage, mais tout ça au prix effectivement d'un endettement qui fait que aujourd'hui l'OAT, enfin l'État français, emprunte à des taux d'intérêt égaux ou supérieurs à ceux de l'Espagne ou de la Grèce. Ce qui dit malgré tout quelque chose, et avec tout le respect que j'ai pour ces deux pays-là, mais ce qui dit malgré tout quelque chose de la confiance des marchés à l'égard de l'État français. Non, moi le sujet principal, me semble-t-il, y compris en lien avec votre question sur la montée du RN, me semble plus être sur, non pas un bilan, mais un mode d'exercice du pouvoir, avec une forme de verticalité quand même extrêmement marquée,
et quelque chose qui est ressenti, je crois, par énormément de monde, c'est finalement une absence ou une insuffisance, tout simplement de considération à l'égard des Français, à l'égard de leur vie quotidienne, à l'égard de leurs difficultés, une insuffisance d'attention et donc une distance qui est extrêmement fortement ressentie et qui s'exprime très largement, soit dans l'abstention, soit dans des votes extrêmes que l'on a évoqués. Moi, je crois que le moment est venu, enfin, tout simplement de diriger autrement. Et quand je dis diriger autrement, c'est à la fois diriger les entreprises autrement, et puis c'est évidemment diriger le pays autrement, avec en effet beaucoup plus de dialogue, beaucoup plus d'écoute, beaucoup plus de considération. Il faut beaucoup plus prendre en compte la réalité quotidienne des gens. Et ça, c'est vrai également dans une entreprise. Et les effets que ça produit sont absolument extraordinaires. Quand effectivement vous donnez à voir, et vous le faites sincèrement bien sûr, que vous considérez le quotidien des personnes, que vous les associez aux orientations qui vont être prises, aux choix à opérer. Par exemple, en ce moment, dans mon entreprise, pardon de la citer, nous sommes en train d'organiser une sorte de convention citoyenne sur l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, ça va potentiellement bouleverser le métier d'énormément de nos collaborateurs. Une convention salariée, c'est une convention citoyenne appliquée à la Maïf. Absolument, absolument. Évidemment que quand on a ce genre, encore une fois, d'attention à l'égard des personnes, on crée énormément de cohésion, on crée énormément d'adhésion et on crée finalement énormément d'engagement. C'est bien, je crois, ce qui manque le plus à la France aujourd'hui. Juste une micro-question sur cette convention citoyenne sur l'intelligence artificielle. Juste en une minute, ça marche comment en fait? Il y a combien de salariés qui participent et vous en attendez quoi? Alors, ce sont des représentants des salariés. On ne peut évidemment pas faire ça avec 10 000 personnes. Donc, ce sont quelques dizaines de salariés complètement représentatif de chacun des métiers, de chacune des catégories d'âge, évidemment avec de la parité de chacun des niveaux dans l'entreprise. Et ce que l'on en attend, c'est extrêmement clair. Les règles du jeu sont extrêmement claires. C'est-à-dire que les gens vont être interrogés, vont travailler pendant 5 jours sur le sujet de l'intelligence artificielle, avec à la fois un volet, quels sont les limites, y compris les limites que nous nous imposons à nous-mêmes, et notamment des limites éthiques sur la mise en œuvre de l'intelligence artificielle, et puis naturellement, quels sont les cas d'application, les cas d'usage prioritaires à mettre en œuvre, et qui de mieux que dans son métier quotidien peut effectivement dire ça. Et en revanche, le deal est complètement clair et transparent. Évidemment, nous avons bien dit que nous ne serions pas contraints de prendre la totalité des mesures qui seront proposées. En revanche, on s'oblige bien sûr à revenir vers l'ensemble du corps social pour dire ça a été proposé, on l'adopte, ça a été proposé, pour telle et telle raison, on ne le priorise pas, on ne le fait pas maintenant, mais on doit bien sûr une explication. Alors, du coup, dans les responsabilités, ou en tout cas dans les facteurs explicatifs de la crise démocratique et de la montée de l'extrême droite, Pascal, vous-même, vous citiez les modalités de gouvernance du président de la République, en insistant sur peut-être une excessive verticalité, etc. Donc, OK pour ce que sont les responsabilités des acteurs politiques eux-mêmes en fonction. On imagine que le premier d'entre eux a nécessairement une responsabilité première, même s'il n'est évidemment pas le seul. Et donc, on pourrait parler des responsabilités des uns et des autres, mais du coup, du côté des acteurs économiques, quel regard vous portez, vous Françoise, et puis vous ensuite Pascal, sur le rôle que les entreprises ont à jouer lorsqu'il y a et une crise climatique et une crise démocratique? Alors je lis les deux parce que sur la crise climatique, les entreprises, je ne suis pas sûr qu'elles aient toutes engagé une bifurcation, je ne crois pas que nous soyons encore en train de changer de modèle productif en profondeur, mais quand même, la bataille culturelle est en passe d'être gagnée, c'est-à-dire que tout le monde a compris qu'on n'allait plus tout à fait fonctionner comme avant. Je ne sais pas si la sobriété va remplacer la rentabilité
rentabilité pour tout le monde, mais quand même les acteurs économiques sont conscientisés. Donc sur la crise climatique, même s'il va falloir accélérer, les choses sont à peu près comprises. Est-ce qu'en matière de crise démocratique, les entreprises elles-mêmes, alors la convention citoyenne que vous évoquez d'une certaine façon est une première réponse, c'est-à-dire appliquée au monde de l'entreprise, passer de la société au monde de l'entreprise, mais comment vous considérez les choses? Est-ce que vous considérez que les entreprises ont un rôle à jouer dans une résorption au moins partielle à leur niveau de ce qui fait la crise démocratique? Alors, c'est une question difficile parce que les entreprises, c'est un monde tellement hétérogène que les responsabilités et la manière dont travaillent les entreprises dépendent à la fois de la taille des entreprises, des types de salariés qu'il y a, etc. D'autre part, je ne pense pas que leur vocation soit directement de travailler à la démocratie au sens politique du terme, hein, au sens économique, c'est autre chose. En revanche, c'est vrai, je trouve qu'il y a deux choses à dire peut-être. La première, c'est dans la crise que nous vivons, il y a eu pas mal de travaux d'économistes là-dessus. Une des origines de la crise, c'est une crise de confiance. Crise de confiance dans la société et crise de solitude. La solitude est extrêmement importante, ça a été un des facteurs aussi de la crise des gilets jaunes, etc. Et c'est vrai que l'entreprise, pour tous ceux qui y travaillent, c'est là où ils vont rencontrer des gens, où ce rapport, disons, à la solitude s'efface un petit peu au profit de la rencontre d'autres gens. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours été partagée sur le télétravail, en tous les cas quand il est trop fort, à cause de cela. Donc ça, là-dessus, l'entreprise, d'une certaine manière, agit de fait sur les gens. Et puis, d'autre part, je crois que l'entreprise, aujourd'hui, a largement élargi, si je puis dire, a beaucoup élargi le spectre de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises. Je parle sous votre contrôle, mais je crois que c'est très important. C'est-à-dire, il y a l'environnement, il y a bien entendu tout ce qui a toujours existé, mais il y a aussi maintenant la culture. Beaucoup d'entreprises se sont rendues compte que avoir une action culturelle ou une action du côté disons du bénévolat ou d'autres choses comme cela, c'était important parce que ça faisait partie non seulement de son rôle, mais à la limite de ce qui faisait que les salariés adhéraient à la culture de l'entreprise, y étaient plus heureux et donc probablement aussi plus productifs. Donc je crois que tous ces éléments jouent, mais vous allez sans doute compléter plus concrètement. Et effectivement, et en revenant y compris sur le titre de votre livre que je citais, c'est-à-dire que vous avez assumé de dire explicitement qu'une entreprise avait une responsabilité politique. Donc j'en déduis qu'effectivement, pour ce qui est de la résorption de la crise démocratique, vous considérez que vous avez en tant que dirigeant d'entreprise un rôle à jouer. Alors c'est à l'époque, en 2019, quand ce livre est paru, c'était pas le sens que je donnais à politique. Pour moi, la responsabilité politique des entreprises, elle était, comme je le disais tout à l'heure, sur finalement, nous sommes responsables des impacts que nous créons sur notre environnement au sens large et, si on est une grande entreprise, sur l'ensemble de la société. Et donc, nous avons évidemment la responsabilité d'engager notre entreprise pour contribuer dans la transition écologique. Nous avons évidemment une responsabilité sociale qui est extrêmement forte. Nous avons d'abord, d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là, en tant que dirigeant d'entreprise ou en tant que manager dans une entreprise, une responsabilité pour ceux qui nous entourent au plus près, c'est-à-dire pour les collaborateurs, à l'égard des collaborateurs qui travaillent avec nous. Et on sait bien que selon la manière dont on va se comporter en tant que patron ou en tant que manager, tout simplement, on va créer autour de soi plutôt du mal-être ou plutôt du bien-être. Et quand on prend conscience de cette responsabilité toute simple, quand elle est exprimée comme ça, mais quand on en prend conscience, on ne peut plus fuir cette responsabilité. C'est pas possible. Quand on a entre ses mains, si je puis dire, tout simplement oui, encore une fois, le bien-être relatif des gens qui travaillent avec nous, on ne peut évidemment pas fuir cette responsabilité. Aujourd'hui, je considère que la responsabilité politique de l'entreprise va peut-être un petit peu au-delà de cela. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas seulement la responsabilité de ce qui se passe en son sein et des impacts qu'elle a sur la société, mais elle a aussi, je crois, une responsabilité qui va un petit peu plus loin et qui est, au fond,
Précisément, en essayant de créer les conditions pour que les gens se réalisent dans l'entreprise, pour que les gens s'épanouissent dans l'entreprise, y compris dans les relations entre les salariés entre eux, bien sûr dans le management, etc. Je pense que quand on crée les conditions de ce bien-être au travail, en réalité, on contribue positivement à la démocratie. Le mal-être au travail, c'est aussi du mal-être citoyen. Il n'y a pas de frontière, il y a une porosité entre les deux. Et si je suis mal dans mon travail, si je ne suis pas considéré, si je ressens qu'on ne me fait pas confiance, qu'on n'est pas attentif ni à ce que je suis, ni à ce que je vis, ni à ce que je fais, quand je ne suis pas valorisé, forcément, dans mon comportement de citoyen, à un moment donné, ça s'exprime. Et ça s'exprime au mieux par l'abstention, au pire par des votes que l'on connaît. Françoise, vous qui côtoyez un certain nombre de dirigeants d'entreprise, ce discours-là, vous l'entendez aussi chez d'autres ou vous avez le sentiment qu'à ce stade, il est tout à fait isolé? Isolé, je dirais pas, il n'est pas généralisé. Comme je disais, de toute façon, quand on parle des entreprises, c'est tellement hétérogène et ça dépend aussi sans doute des personnalités des dirigeants. Mais je crois que cette responsabilité, en tous les cas, ne serait-ce que parce que, ce que j'évoquais tout à l'heure, on a une chute de la productivité, on a beaucoup de questions sur le rapport, notamment des jeunes, mais pas que au travail. C'est vrai que ça implique pour un chef d'entreprise de se poser des questions sur comment emporter en quelque sorte les gens qui travaillent dans son entreprise pour être plus efficaces, plus heureux dans leur travail et donc plus efficaces. Vous, Pascal, est-ce que vous observez une prise de conscience des dirigeants d'entreprise autour de vous, autour d'un discours qui est proche de celui que vous tenez? Je sais que vous avez, je me souviens d'avoir lu ou de vous avoir entendu expliquer que vous aviez en réalité tout changé dans la boîte quand vous aviez dit à votre management, vous aviez donné pour consigne à vos managers de n'être plus désormais évalués que sur le bien-être de leurs collaborateurs. C'est-à-dire le principal indicateur de performance que vous leur donniez comme priorité et sur la base duquel vous imaginiez les évaluer, c'était ça en fait, c'était le bien-être, l'épanouissement de leurs collaborateurs. Oui, c'était ça, parce que tout simplement, si on sait créer les conditions de l'épanouissement de ses collaborateurs, c'est-à-dire à la fois leur donner du sens dans leur métier quotidien, c'est-à-dire leur accorder un niveau élevé de confiance et une confiance a priori, et donc un niveau de délégation, de marge de manœuvre plus important. Et si on sait créer les conditions culturelles finalement, d'une forme de bienveillance, d'attention dans les relations quotidiennes, on crée en effet les conditions de leur épanouissement, et faisant ça, on crée les conditions de leur motivation et de leur engagement. Et donc oui, si on travaille sur l'épanouissement, en réalité, on travaille sur l'engagement et donc l'efficacité opérationnelle de l'entreprise. C'est ça que ça voulait dire. Après, est-ce que d'autres dirigeants d'entreprise ont les mêmes indicateurs de performance? Alors, peu sont allés jusque-là. Beaucoup, malgré tout, sont curieux et commencent à voir que, à l'échelle d'une entreprise relativement importante, ça fonctionne, ça marche. Et donc, beaucoup quand même, en tout cas les plus ouverts, les plus attentifs à ces sujets, regardent avec une forme d'intérêt et commencent même à étudier le cas Maïf en quelque sorte et à regarder de plus près. Après, sur l'engagement des entreprises en général, sur les sujets d'environnement, les sujets sociaux, les sujets de partage de la valeur, etc., oui, il y a un mouvement. Il y a un mouvement qui est infiniment trop lent par rapport à l'urgence des problèmes que nous avons à résoudre. Mais oui, il y a un mouvement. On parlait d'Impact France, le nombre d'adhésions explose et de plus en plus de dirigeants se rendent bien compte que c'est à la fois une réponse totalement indispensable parce que de toute façon, il n'y aura plus de business dans le chaos, et par ailleurs que c'est une manière de considérer la direction de son entreprise qui peut en effet être efficace. Moi, je ne connais pas un dirigeant aujourd'hui qui n'ait pas de problème de recrutement ou de fidélisation de ses talents, par exemple. Évidemment que la marque employeur d'une entreprise est extrêmement dépendante de plus en plus de la manière dont elle s'engage.
Ce que vous dites m'inspire une réflexion comme ça, improvisée à l'heure de la sieste, mais je me dis que tout comme un dirigeant d'entreprise pourrait avoir envie d'évaluer en fait la performance de ses cadres à partir de l'épanouissement de leurs collaborateurs, on pourrait se dire qu'un représentant politique, un homme politique, un président de la République aurait vocation à se donner comme indicateur de succès politique le bien-être de son opinion publique, ou en tout cas le bien-être de son corps social. Et c'est quoi d'autre la vocation d'un homme politique? C'est quoi d'autre? Donc finalement, nous sommes d'accord. Évoquant cela, c'est la définition du bien-être qui va oui, c'est vrai. Mais alors, donc justement, j'y viens d'une certaine façon. Ce qu'on évoque relève d'une culture d'entreprise. Vous, Françoise, qui êtes économiste de la culture, dans la résorption de la crise démocratique, quelle place donner à la culture? On a le sentiment que nos représentants politiques parlent de moins en moins de culture, que les politiques culturelles dont on avait pu discuter il y a quelques décennies, elles sont désormais un peu périphériques, à la marge, ou en tout cas, on a le sentiment qu'elles ne figurent plus parmi les priorités politiques. Vous, économistes de la culture, quels conseils donneriez-vous aux politiques quant à la place à donner à la culture, précisément dans cette résorption, au moins partielle, de la crise démocratique? Alors c'est une question difficile parce que vous savez, quand il y a eu justement ce moment de sidération qu'on évoquait au tout début, je me rappelle un papier de Ariane Mnouchkine qui dirige de longue date le théâtre de la Cartoucherie à Vincennes à côté de Paris et qui disait mais qu'est-ce qu'on a raté? Enfin je me rappelle plus ces mots exacts mais quelque chose comme ça. Et dans le fond, c'était très honnête comme question, c'est-à-dire est-ce que la politique culturelle ne s'est pas trop adressée à une élite? Pas seulement, mais quand même. Et est-ce qu'elle n'a pas manqué la réflexion pour mieux s'adresser, répondre à un monde plus large? C'est d'autant plus important que la culture, ça change beaucoup de choses. Moi, je vais vous donner un exemple. Je participe à un programme qui s'appelle Demos, qui est porté par la Philharmonie de Paris, qui consiste à mettre en place des orchestres d'enfants de quartiers difficiles dans toute la France, hein, il y en a plus d'une soixantaine. Et ce qui est passionnant, parce que nous on fait l'évaluation de ces programmes, c'est de voir que d'abord ça apprend la musique à des jeunes, ça c'est très bien. Quand ils aiment la musique et qu'ils continuent, on leur donne les instruments, mais surtout, ça leur apprend autre chose. Ça leur apprend l'harmonie, la coordination, le respect de l'autre, une certaine discipline, etc. Toutes choses qui manquent et qui font que les enfants qui ont suivi ces programmes, non seulement sont éventuellement musiciens, mais surtout ont un autre rapport à l'école, à la citoyenneté et aux autres. Donc voilà, elle est là, la culture. C'est-à-dire ces grands programmes, je pense qu'il faut les développer et peut-être se remettre en partie en question sur les politiques culturelles. Mais tout ça est difficile parce que quand on prend, si je peux continuer juste un instant, quand on prend la grande mesure d'Emmanuel Macron qui a été le pass culture, aujourd'hui, le premier bilan qu'on fait, que ce soit du côté de la Cour des comptes ou du côté du monde de la culture, est un bilan très mitigé. Hein, c'est-à-dire qu'on donne 300 € aux jeunes de 18 ans, c'est un rapport un peu marchand. Ensuite, il y a des effets d'aubaine qui sont importants, c'est-à-dire des jeunes qui n'en auraient éventuellement pas eu besoin. Mais surtout, c'est pas à travers des mesures de ce type-là qu'on arrive à véritablement élargir le champ de ce qui intéresse les jeunes et faire en sorte que des jeunes moins intéressés à la culture y viennent. Donc c'est un travail de long terme et c'est peut-être ce long terme qui manque à la politique culturelle parfois et surtout aux politiques tout court. Et c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. Et alors, je vous laisse le micro, j'ai d'autres questions pour Pascal, mais du coup j'en profite. Je passe de la culture au monde des médias et au monde des idées. Alors Pascal, ça vous intéressera sans doute, puisque publiant des livres, vous participez d'une certaine façon au débat public et au monde des idées. Il y a toujours eu l'Humanité, il y a toujours eu le Figaro, donc il y a toujours eu une presse d'opinion, mais il se passe quelque chose de nouveau dans notre pays. On peut le nommer, on parle notamment de Vincent Bolloré, mais du fait qu'un homme en particulier a constitué un empire non seulement médiatique, mais un empire culturel, car je le rappelle, on parle souvent de la mainmise de Vincent Bolloré sur une partie des médias français, CNews, Europe 1 et le JDD notamment, mais on oublie que désormais, en ayant racheté Hachette, Vincent Bolloré a aussi la main sur la moitié du monde de l'édition française. Et derrière, c'est très concret, ça veut dire qu'en particulier les éditorialistes d'Europe 1, de CNews ou d'autres, deviennent des têtes de gondole des grandes maisons d'édition françaises, et on monte d'un cran dans le débat public.
Donc il y a bien deux dimensions. Il y a le fait que ça n'est plus seulement une force médiatique au service d'un projet politique ou de gauche ou de droite, comme le fut encore une fois Libération ou le Figaro dans leur genre. Désormais, quand même, on se met au service du projet politique de l'extrême droite, et pour le coup, avec une force de frappe qu'on n'a jamais connue. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Comment est-ce qu'on a pu laisser venir ça et comment est-ce qu'on gère ça? Est-ce que c'est problématique, d'abord? Peut-être. On a été frappé, notamment au moment justement de la dissolution, qui était un moment où on regardait ça de près, de s'apercevoir effectivement qu'on avait laissé grossir un empire. Pouvait-on faire autrement? Je ne suis pas sûre dans le cadre de nos règles en matière de concentration, mais c'est vrai que l'empire Bolloré, Vincent Bolloré ayant racheté Vivendi, s'est trouvé implanté à la fois, évidemment, comme vous l'avez dit, dans les médias, la presse et la télévision. Il y a eu une récente mesure de l'Arcom d'ailleurs pour pointer les dérives qui pouvaient exister du côté de la télévision. Le cinéma indirectement via Canal+, puisque c'est pas ce canal, c'est une télévision, mais qui finance très largement le cinéma. Et puis la presse People, ce qui n'est pas rien. Et surtout l'édition maintenant, avec, comme vous l'avez dit, à peu près la moitié, enfin un petit peu moins quand même, de l'édition française, avec des grandes marques, puisque c'est l'Empire Hachette qui est entré dans l'escarcelle de ce groupe. Donc c'est vrai, ça pose beaucoup de questions. On a vu des têtes changer, des auteurs quitter. Il se trouve que pour l'instant, on a quand même un pluralisme dans l'édition, puisqu'il y a le groupe Editis qui, lui, a été racheté par Kretinsky. Et puis, vous avez de grands groupes, notamment Madrigal et Média Participation. Donc, c'est pas le désert. Mais c'est vrai que à terme, c'est quelque chose qu'il faut regarder de près parce que c'est un petit peu inquiétant dans la mesure où il y a un projet idéologique qui a été clairement énoncé et qui a été très visible ces derniers temps derrière cet empire qui grossit. Alors c'est un projet idéologique, c'est aussi un projet économique chez Hachette de volonté de réduire les coûts et donc d'aller vers moins de diversité culturelle, donc moins de diversité d'opinion, moins de diversité culturelle. Je dirais qu'il faut être extrêmement attentif. Sur ce qui ressemble à une forme de bataille culturelle totale, je ne sais pas, vous avez un avis, Pascal ou... Non, effectivement, alors non seulement il y a cette réalité que vous avez parfaitement l'un et l'autre décrite, mais il y a aussi les conséquences de cette réalité. On parle beaucoup, peut-être un peu trop fort, d'archipélisation, et finalement de division de la société, avec, c'est vrai, d'un côté, une polarisation des opinions qui est quand même relativement forte, et par ailleurs une radicalisation de leur expression. Et qui peut conduire à une forme de violence, d'agressivité dans l'expression, et on le voit y compris dans la représentation nationale, alors même que c'est le prisme presque exclusif aujourd'hui à travers lequel on regarde la société française. Alors que dans la société française, il y a aussi d'autres réalités. Les progrès de la parité, les progrès de la diversité, et puis tout simplement même la capacité à une cohésion nationale. Enfin, on sort des Jeux Olympiques, on a vu quand même non seulement cette capacité à une forme de cohésion, mais surtout cette aspiration à la cohésion. Et je pense qu'il y a trop pointer cette archipélisation, finalement, ça devient autoréalisateur. Et à ne voir la société qu'à travers ce prisme-là, on crée les conditions d'une archipélisation et d'une opposition un peu systématique entre les uns et les autres, alors qu'il y a, je crois, moyen de créer du commun, de créer du collectif, de créer, une forme de créer de la communauté, tout simplement. Non seulement à travers, bien sûr, le sentiment d'appartenance à cette communauté, mais aussi à travers un récit qui emporte les uns et les autres vers la même destinée.
Il y a donc il demeure quelques raisons d'espérer, en réalité. Notre époque est un peu formidable. Oui, alors notre époque est de plus en plus formidable, la preuve. On est tous ici réunis et donc c'est chouette. Il y a évidemment, malgré tout, des raisons d'avoir peur et de redouter. C'est clair, moi je suis assureur. On pourrait parler du réchauffement climatique. Moi je le mesure depuis 15 ans, année après année, dans ses conséquences extrêmement concrètes, extrêmement fortes. Et qui se traduisent, y compris, mais c'est un indicateur comme un autre sur le plan financier, tout simplement, dans l'ampleur des phénomènes climatiques dans un pays réputé être tempéré. Et donc, on imagine ce que ça peut... Donc, il y a évidemment des raisons d'avoir peur, en tout cas d'être extrêmement vigilant, et pas seulement vigilant, mais engagé. Mais oui, il y a des raisons d'espérer. Moi, je crois qu'on peut effectivement créer du commun. Et je crois à une volonté qui ne s'exprime pas toujours, mais qui est quand même relativement forte, tout simplement une volonté de s'engager. Oui, j'ajouterais des raisons d'espérer et des raisons d'agir. C'est très fort quand même. Moi, chacun à son petit niveau, mais quand je fais un cours et que j'arrive à faire passer les idées que j'avais envie de faire passer, surtout des explications du monde, c'est vrai que je me dis que bon, c'est une petite chose, une toute petite chose qu'on plante, toute petite brique, et à force de petites briques, on y arrivera. Charles, c'est le moment d'apporter votre brique. Merci pour cet échange et merci pour ces raisons d'espérer. Je vais prendre deux points d'accroche dans ce que vous avez dit, mais d'abord peut-être dire que face à l'effroi des solutions, il y a un enjeu dans tout cet échange, c'est de distinguer la peur qui paralyse de la peur qui mobilise. Et c'est vraiment un peu un enjeu de cette époque formidable. Parfois, on a peur et donc c'est un effroi qui fait qu'on n'a pas d'idée, qu'on est désespéré, qu'on est figé, un peu comme dans un trauma psychique. Et je crois que tout l'enjeu, c'est de garder la peur, mais avec la mobilisation. Et c'est un peu ce que vous nous proposez. Je retiens deux belles idées. La première belle idée, c'est diriger autrement. Ça, je trouve ça vraiment central. Arrêter de penser pour l'État comme pour l'entreprise qu'on dirige d'en haut de manière monarchique, de manière verticale, descendante, et effectivement être à l'écoute, c'est très important. C'est beau, c'était assez beau ce que vous avez dit, avoir de la considération, mais c'est aussi la considération pour les idées des autres, la considération aussi pour ce qui va émerger des interactions. Ce qui est d'ailleurs une définition de la démocratie. La démocratie, c'est ce que Aristote opposait à Platon. Platon lui disait, mais moi j'y crois pas, je veux un philosophe roi, quelqu'un qui dirige parce qu'il a vu la vérité. Et Platon disait, mais les gens sont pas compétents pour diriger. Et Aristote lui répond, et c'est un peu vous êtes aristotélicien, évidemment, à la Maïf. Aristote lui répond, mais vous avez raison, mon maître Platon, les gens individuellement sont incompétents en finances publiques, en géopolitique, en santé. Mais quand on les met ensemble et qu'on fait de la délibération sur la place publique, sur une agora, ils deviennent compétents. C'est ça, je crois, diriger autrement. Donc merci pour cette belle proposition et ça fait plaisir d'avoir des chefs d'entreprise comme vous. Ils ne sont pas tous comme ça. Et ensuite, la culture. Et oui, on entend bien dans votre combat qu'il faut penser la culture autrement. C'est pas juste un bagage culturel, on prend 300 € et dans son bagage, on met un livre et un CD-ROM. Enfin, ça n'existe plus les CD-ROM, mais on met, voilà. La culture, il faut la libérer de l'idée de bagage culturel. C'est pas un truc qui alourdit qu'on met sur ses épaules. C'est beaucoup plus que ça. Et alors, c'est quoi ? Et bien justement, je dirais que c'est le développement de 3 grandes facultés, le sens du jugement, le sens critique et le goût. Et bien justement, pour résister à l'idéologie, notamment du groupe Bolloré, à cette manière de prendre le pouvoir pour véhiculer une idéologie, et ben la résistance, c'est de développer le sens critique et le goût et le jugement. Et dans ce cas-là, c'est ça que l'État doit proposer comme culture. C'est pas juste vous devez savoir ça ou ça et dans votre bagage avoir ces référents, mais vous devez apprendre à penser par vous-même, apprendre à avoir du jugement. Et c'est ça la mission de l'école. Et effectivement, je crois que le mot même de passe culture est mal choisi. Il faudrait que ça dise quelque chose qui n'est pas un droit de rentrer dans un endroit ou qui n'est pas un bagage, mais qui est au fond une manière de vivre. C'est-à-dire j'ai le droit de réfléchir, d'être écouté et considéré
Et c'est là la force d'un pays. C'est dans les interactions collectives. Et c'est dans cette espèce de... Et il y a un mot aussi qu'on n'a pas entendu de la journée, c'est le mot sacré. Mais pour moi, la démocratie, c'est sacré en ce sens. Pas au sens religieux, au sens où la sacralité, c'est ce qu'on produit ensemble. C'est quand on délibère et qu'on est ensemble et qu'on a des idées, qu'on tisse et retisse des choses, et ben, le sacré émerge. Ça prend du temps, c'est ce que disait Durkheim. Et après, ça vient retomber sur un pays sous forme de monde commun, de valeurs partagées. Et bien ça, on y arrive, je crois, quand on écoute vos propositions, à savoir diriger autrement, c'est-à-dire faire confiance au collectif, et puis penser la culture autrement, c'est-à-dire comme le développement de qualité, en fait, beaucoup plus que de connaissances. Voilà, c'est ce que m'a inspiré votre très bel échange. Merci. Merci Charles, merci Pascal, merci Françoise, merci à tous. Nous cédons la place et étions très contents d'être là.